Bonsoir à tous et toutes. Merci d'être aussi nombreux ce soir. J'espère que tout le monde va bien et je vois que le choix musical semble avoir plu. Et écoutez, tant mieux. C'est vrai que commencer par du Mass Effect en général, ça marche plutôt bien et ça un peu passe-partout. Bon, ça dépend des musiques, soit, mais voilà. En tout cas, merci à tous et toutes d'être là. Je vais, avant de lancer les films, vous récapituler un petit peu comment ça se passe parce que je vois pas mal de nouvelles têtes dans le chat. Donc, si jamais. Mieux vaut vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, tout simplement. Ça me semble plus simple. Et yo également, Yen Taman. Voilà, je suis navré, je ne vous salue pas tous, mais sachez que ça me fait plaisir de voir autant de bonsoirs. Vraiment, c'est très très cool. Je vois que le message est passé cette semaine et ça fait plaisir. Donc, juste petit récapitulatif de comment ça se passe. Vous arrivez sur les cours du soir. Les cours du soir, c'est quoi? C'est une soirée sur Twitch gratuite qui a pour but de vous montrer des courts-métrages que logiquement vous ne connaissez pas. Alors après, si vous êtes les amis, les acteurs, les machins, les trucs, vous connaissez probablement un des films, mais vous serez forcément surpris au moins par les deux autres. Et voilà. Donc il n'y a pas d'infos avant sur les films, parce que comme ça, vous n'avez pas d'a priori, pas d'attente particulière concernant ce que vous allez voir, et vous vous laissez surprendre, des fois en bien, des fois en mal. Ça, c'est à vous de décider, je ne peux pas décider à votre place. Bonsoir, moi YouTube également. Donc voilà. Pour récapituler, vous êtes divisé en trois types de viewers, chacun a des avantages et des défauts, et je vais donc revenir là-dessus. Les viewers, déjà, c'est vous, c'est les spectateurs. Alors, vous avez les spectateurs comme ceux qui s'affichent, et à chaque fois je me cours de côté, un jour je vais y arriver, ceux qui s'affichent juste ici, qui peuvent écrire, et ça c'est parce qu'ils follow la chaîne ou qu'ils sont tout simplement inscrits sur Twitch. L'importance que ça a de pouvoir écrire, c'est que si un film vous plaît mais que vous avez une question à poser au réalisateur ou à la réalisatrice, eh bien vous pourrez le faire à l'écrit, mais pour ça il faut un compte Twitch. Je vous rassure, c'est entièrement gratuit, c'est juste vous connecter avec votre compte Facebook ou faire un compte avec votre adresse mail. Ça prend 2 minutes, mais ça vous permet derrière de poser des questions. Cependant, il y en a probablement parmi vous qui n'ont pas de compte Twitch et qui sont juste là en train de me regarder et gesticuler les bras. C'est entièrement possible aussi. Vous pouvez tout à fait suivre la soirée sans vous inscrire, sans rien payer, sans quoi que ce soit. La seule différence, c'est que vous ne pourrez pas poser de questions. Après, si vous ne voulez pas en poser et que vous êtes juste là pour regarder, eh bien, installez-vous confortablement dans votre canapé ou autre, et puis profitez de la soirée du mieux euh, que ça puisse être pour vous, tout simplement. Et enfin, nous avons une troisième catégorie de téléspectateurs, c'est ceux avec des petites têtes, là, que vous voyez, comme par exemple Moi TV. Et ça, ce sont des personnes qui sont abonnées à la chaîne. Abonné, c'est quoi? C'est-à-dire que vous payez Twitch, qui me paye en partie, et ça permet de soutenir un petit peu le projet à hauteur de 4 euros par mois, je crois. Sachant que vous pouvez le faire gratuitement si vous avez Amazon Prime, mais pour ça, il faut lier les deux comptes. Et vous pouvez annuler à tout moment. Voilà. Alors je précise parce que ça soutient la chaîne et ça fait toujours plaisir, mais vous n'y êtes en rien forcé, et croyez-moi, je ne reviendrai pas dessus après sur la soirée. Je le dis au départ et ensuite on passe à autre chose. Vous pouvez également voir juste en dessous, là dans les différents textes, qu'il est possible de faire des dons. Pour ça, c'est en dessous de ma vidéo, vous voyez, il y a des petits liens, dont un lien qui s'appelle don. Et ça permet de faire des dons, et voilà, pareil, ça soutient la soirée. Voilà, je ne reviendrai pas sur le sujet de l'argent parce que c'est clairement pas le but de ces soirées. Je suis pas là pour m'enrichir, je suis plutôt là pour vous faire découvrir des univers et partager les vôtres. Et c'est ce qu'on va faire du coup d'ici quelques instants en voyant le premier film. Sachez également que chaque film sera suivi d'un débat. D'un débat, pardon. La fatigue, tout ça. Sera suivi d'un débat avec le réalisateur ou la réalisatrice. Et des fois, c'est des membres de l'équipe technique, mais pas ce soir. Et à la suite de ce débat, je partagerai également un lien qui renverra vers une page Sens Critique du film. Pour ceux qui ne connaisseraient pas, Sens Critique est un film qui vous permet de noter les films que vous avez vus et d'écrire des critiques sur les films que vous avez vus. Et en fait, j'ai fait des pages pour chacun des films qui seront présentés ce soir, et ça vous permettra, si jamais vous n'avez pas envie de partager votre avis là devant tout le monde, d'aller écrire une critique si vous voulez derrière, d'aller donner une note au film, ou juste de ne pas le faire si vous n'avez pas envie. Mais sachez que la possibilité existe. Voilà, je pense avoir à peu près tout dit. Je pense que le plus important maintenant, c'est que je me taise et qu'on commence cette soirée en commençant par le premier film. Et moi, je vous rejoins d'ici environ 20 minutes. Voilà,
Des bisous, soyez forts, braves, beaux et intelligents. Et à dans 17 minutes. Salut. Et bonsoir à tous et toutes. J'espère que ça va bien. Donc pour information, si vous avez des questions par rapport au film que vous venez de voir, n'hésitez pas à les poser directement en commentaire. Et je me chargerai de les transmettre. Mais avant ça, je vais être rejoint de Denise Powers. Donc n'hésite pas à mettre ta caméra, Denise. Et je vais donc te laisser la parole parce que tu vas te présenter un petit peu et puis nous présenter ton film. Et puis voilà, écoute, la parole est à toi, Denise. Ok, merci. D'abord, merci Axel de m'avoir invité et d'avoir passé le film et merci au public qui est venu et aussi aux tipeurs. Oui, je m'appelle Denise Powers, je suis réalisatrice et scénariste. Ça, c'est mon troisième court-métrage. C'est un film que j'ai fait en autoproduction, que j'ai tourné en février 2020. Qu'est-ce que je peux dire autant que ça? Je suis née aux États-Unis, j'habite à Paris depuis 2010. D'accord. Donc, je vais laisser le parole à toi pour poser des questions. Pas de souci. En tout cas, merci pour cette introduction. J'en profite, je rebondis vite fait sur ton parcours, parce que tu dis que tu es là depuis 2010 et que c'est ton troisième film. Tu as toujours fait tes films en France ou tu en avais déjà fait aussi aux États-Unis? Non, en fait, c'était vraiment ici où j'ai découvert comment faire le cinéma, comment faire les films. J'ai participé au mouvement Kino. Mhm. Il y a des cellules Kino ici en France. J'étais active pendant 2-3 ans dans le Kino Paname qui s'est transformé en Kino Pop maintenant. Donc oui, c'était vraiment là où j'ai commencé à faire des films d'essai et après, je continue. Très bien. Donc pour ceux juste, si jamais qui ne sauraient pas le principe des kinos, si je dis pas de bêtises, c'est organisé une fois par mois ou des fois c'est tous les 2 mois, tous les 3 mois, voire une fois par an. Et c'est des gens qui aiment le cinéma qui se réunissent et qui décident de faire des films. Ils se donnent une contrainte, ils ont une contrainte de temps, faire en une semaine, faire en 2 jours, ça dépend des kinos. Et ensuite voilà, ils sortent un film et ça permet de rencontrer des gens et de faire des films. Voilà. Oui, exactement. Je vais ajouter aussi, c'est vraiment une ambiance pas du tout concurrentielle ou compétitive. L'idée, c'est vraiment d'explorer le cinéma, d'essayer des choses et vraiment oui, de collaborer. C'est vraiment un espace de collaboration et l'idée, c'est de faire les films euh, avec des petits moyens assez vite, 2-3 jours, et vraiment, mais juste avance les idées et faire des trucs ensemble. Ok. Eh ben écoute, je vais passer aux questions et je vais commencer par une question du chat parce que c'était une question que je m'étais posée aussi de mon côté et comme ça va te permettre d'y répondre. C'est Johanna qui demande par rapport à la partie du tournage dans le métro, est-ce que ça a été fait de manière sauvage ou est-ce que tu avais les autorisations? Est-ce que ça n'a pas été trop compliqué à faire? Ah oui, ça c'était complètement sauvage dans le métro. Pour le ville, dans les rues, on avait des autorisations. En fait, c'était pas nécessaire parce qu'on n'avait pas d'équipe qui a dépassé 10 personnes théoriquement. Mais en fait, on a rempli tous les formulaires, mais dans le métro, ça serait carrément pas possible. C'est même c'est même pas juste une question de finances, c'est vraiment assez compliqué de Ouais. tourner dans le métro. Donc c'était complètement sauvage et on avait de la chance parce on a été on nous a chassés du métro juste après avoir fait le dernier plan sur le quai. Donc on a continué à tourner dans les rames du métro après, mais oui, c'était compliqué. Donc on avait une mise en scène un peu plus compliquée, des plans un peu plus compliqués pour le métro, mais c'était nécessaire de juste avancer au plus vite que possible. C'est sûr. Ah, je vois Yen Taman qui dit le métro c'est souvent sauvage, hashtag ligne 7 bis. C'est vrai que les rares fois où j'ai vu des tournages, c'était toujours la ligne 7 bis. Je sais pas pourquoi, mais Oui, on c'est. était 3 bis, je Ah, crois. C'était 3 bis. Parce que 7 bis, ça va autour hmm, du bout de chemin, je crois. Et 3 bis, ça, c'est la ligne à nulle part, je crois. Je sais pas.
Oui, ça tourne en rond, mais pour nous, ça ne marchait pas parce qu'il y a, en fait, il y a des loges, il y a des arches entre les deux quais, donc c'était nécessaire de filmer de l'autre côté, de l'autre quai du métro, donc ça ne marchait pas. Mais on pensait la ligne 7 au début, mais ça ne marchait pas. Très bien. Est-ce que tu as eu des inspirations particulières pour faire ton film? Sur quoi tu t'es basé pour écrire? En fait, j'ai eu l'idée au début quand j'ai présenté mon dernier film. J'étais sur le circuit des festivals de court-métrage et en fait, j'ai regardé une comédie romantique après l'autre qui me semblait un peu. Je me suis dit, mais mince, si c'était la réalité pour une femme, ça c'est pas du tout romantique, c'est pas du tout drôle. En fait, ça serait l'harcèlement ou encore pire. Donc, en fait, ça serait comme un film de horreur. Donc, je me suis dit, mais j'aimerais bien faire un film de presque deux points de vue. Où en fait on a un personnage qui se prend le protagoniste d'une comédie romantique, mais l'autre qui se prend le protagoniste d'un film un thriller en fait. Donc je voulais faire ça. C'était le but des débuts. Oui. Et c'est ce qu'on remarque aussi avec ta musique, si je dis pas de bêtises, parce que c'est vrai que ta musique au début fait très film d'horreur à chaque fois qu'on l'entend, et sur la fin, lorsqu'ils sont tous sur le canapé, ça se transforme en musique presque un peu romantique, alors que pourtant c'est la même musique qui revient tout le temps et qui fait un peu les deux travails aussi. Oui, mais en fait, il y a sur le canapé à la fin, c'est très ouvert. En fait, les cordes sont ouvertes. C'est toujours un mode un peu mineur. Il y a les sons qui arrivent, qui nous laissent des doutes, en fait. Mais oui, la musique était vraiment un gros travail. C'était intéressant parce que l'idée pour la mise en scène au début, c'était de basculer entre les deux modes. Donc, commencer par une comédie romantique, puis changer l'ambiance, la mise en scène complètement pour un thriller. Mais c'est déjà compliqué pour un court-métrage d'avoir deux protagonistes, de changer l'ambiance deux fois. Ça semblait assez compliqué de faire. Et en fait, il y a une série de télévision maintenant qui fait ça. Mais c'était compliqué. Donc, en fait, j'ai gardé l'idée d'avoir une histoire qui est une comédie romantique classique avec les personnages qui remplissent leur rôle dans une comédie romantique, mais les autres éléments de la mise en scène sont plutôt le thriller. Ça reflète plutôt les pensées antérieures, la vie de cette femme, de Chloé. Je vois Clem dans le chat qui demande si le but de ton film c'était de montrer les différentes formes de harcèlement, ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est ajouté par la suite? Est-ce que c'était un but? C'était pas un but comme une leçon, mais en fait, l'idée c'est de montrer que pour elle, pour la femme, pour le protagoniste féminin, les femmes vivent dans des circonstances où la violence contre les femmes n'est pas traitée comme sérieux. Et en fait, c'est toujours banalisé et c'est normalisé. Et c'est un peu partout dans la réalité d'une femme, quand on marche dans la rue, les problèmes qu'on rencontre. Et donc, il y a pas mal de femmes qui me parlent après ce film. Oui, j'avais une expérience exactement comme ça, ou peut-être quelqu'un qui la poursuit, elle l'a rejeté, mais en fait, il est tombé en colère, il a traqué après, et c'était compliqué. Donc, en fait, surtout à Paris, on a des situations comme ça presque toutes les semaines. C'est peut-être pas tous les jours, mais presque toutes les semaines. Des problèmes dans le métro ou en rentrant très tard ou même juste, si c'est pas harcèlement, juste le fait que quelqu'un fait entrer quelqu'un dans le meuble. Je crois que en général, les femmes réfléchissent un peu plus avant de le faire. Quand il y a souvent des gens qui sont sur tous les boutons comme ça. J'ai pas mal d'amis qui ouvrent
il demande pas c'est qui, mais ça peut présenter une situation assez dangereuse pour tout le monde, mais surtout pour les gens un peu vulnérables. Ok. Bah, merci pour ta réponse. Et justement, pour revenir sur tes deux protagonistes, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu comment tu as travaillé tes deux personnages, comment tu as écrit ton personnage féminin et comment tu as écrit ton personnage masculin, comment tu t'es basé en fait, sur quel principe tu t'es basé pour les écrire? En fait, je voulais, pour le protagoniste masculin, je voulais quelqu'un qui semblait sur la surface assez anodin, c'est complètement banal, juste pas quelqu'un qui était... parce qu'en fait, les protagonistes des comédies romantiques sont montrés souvent comme, pas comme les mecs le plus beaux, c'est souvent juste le mec avec un cœur d'or, c'est pas un mec particulièrement réussi ou beau ou quelque chose comme ça. Donc je voulais quelqu'un qui était un peu loser. Donc on imagine que les losers sont pas dangereux, qui sont les mecs gentils contre par rapport avec son ami, son copain au travail ou le mari. Ils sont des gens un peu, c'est plus évident qu'ils sont pas très Très fréquentable. attirants. Oui. Oui, un peu. Et pour les femmes aussi, parce que j'ai gardé les principes d'une comédie romantique, j'ai pas développé énormément sa vie dehors cette poursuite, mais je voulais que ce soit son but qui a été réalisé. Elle voulait un divorce. Ça, c'était son but dès le début, qu'elle voulait un divorce. Et au final, elle a réussi à obtenir son divorce et continuer son chemin. Mais en fait, elle est un peu fragilisée. Elle est en train de sortir d'une relation qui est clairement abusive. Peut-être il n'a pas encore frappé sa femme, mais il est contrôleur, il est jaloux, il montre toutes les indications de quelqu'un un peu abusif. Donc, elle est déjà un peu fragilisée. Mais quand même, c'est un mariage. C'est pas quelque chose que tu décides du jour au lendemain que c'est fini, tout va bien. Ça, c'est un processus émotionnel et psychologique pour sortir pour vrai d'une relation comme ça. Donc, c'était plutôt ça. Ok. Pour revenir un petit peu aussi, notamment sur ton personnage masculin, avant de passer sur le personnage féminin, pourquoi avoir choisi de le faire un petit peu aussi au final, tous tes personnages tous tes personnages masculins sont un petit peu fréquentables, comme on le disait, entre son ancien mari et le collègue. Et au final, ce personnage-là est aussi un petit peu idiot. Enfin, il pense pas à juste envoyer un SMS pour dire au fait, j'ai votre truc, on s'est croisé dans le métro. Et il réfléchit pas du tout au fait que peut-être qu'une semaine à appeler quelqu'un, ça fait beaucoup. Pourquoi en avoir fait un personnage qui est aussi un petit peu idiot finalement? Pour moi, c'est juste une exagération un peu légère de la réalité. Donc, en fait, pourquoi les personnes font des choses comme ça, je sais pas, mais ça arrive, en fait. Pourquoi, quand on dit non, je suis pas intéressé, quelqu'un continue à appeler, à envoyer les SMS, parce que ça, c'est la grande quête. C'est une quête noble. Mais du coup, Quête noble, oui. Mais du coup, est-ce que ce personnage est véritablement le mec gentil finalement? Parce que finalement, ça reste quand même quelqu'un qui est très forceur jusqu'à la fin où il hausse la voix. Au final, on n'est peut-être pas forcément auprès d'un homme gentil non plus par rapport à ce personnage-là. Mais tout le monde s'envisage comme une personne gentille. Ça, c'est le problème, et je crois que le monde ne se divise pas dans les gens gentils et les gens qui sont des pommes pourries. En fait, c'est vraiment dans les comportements et les attitudes de la vie quotidienne qu'en fait, on a chacune la capacité d'être pas gentil. Donc, en fait,
tout le temps, j'entends, et même après ce film est sorti, le film Jeune femme prometteuse, je sais pas le titre en français. J'ai plus le nom, mais oui, je vois avec l'histoire de Oui, cette femme qui se fait passer pour Soul pour oui, traquer oui. des harceleurs. Oui. Tout à fait. Oui, oui, et ce film est sorti après le mien. Mais en fait, tous les mecs disent, ah bah oui, je suis un mec gentil. Bah, ah si, vraiment, c'est sûr. C'est toujours comme ça. Donc, en fait, c'est difficile de dire que en fait, les gens ne sont pas fréquentables. En fait, ce sont des comportements qu'on voit tous les jours. Très bien. Donc, en fait, la question pour moi, c'est plutôt comment on avance dans la société. Parce qu'on ne peut pas dire que, OK, ouais, lui, il n'est pas fréquentable, et lui, il n'est pas fréquentable, et après un certain temps, il n'y a personne qui est fréquentable. Donc, l'idée, c'est comment changer les idées, comment changer les comportements. Donc, on peut poser la question, est-ce que François a vraiment compris? Peut-être oui, parce qu'il est resté là, il a accepté de regarder le servant écarlate, mais quand même, on a des doutes, on ne sait pas exactement. Donc ça, c'est le fan un peu ouvert. Tout à fait. Je vois Yammé dans le chat qui dit Promising Young Woman. Voilà, c'est ça le nom du film. Oui. Très bien. Et du coup, pour parler un petit peu quand même du personnage féminin aussi, il y a un aspect qui, moi, je voulais avoir ton point de vue de pourquoi tu l'as écrit comme ça. Parce que tu reviens souvent dans le film justement sur les femmes battues, entre ce qu'elles regardent à la télé. Il y a l'affiche aussi au début du film. Elle prend des cours d'autodéfense. Et sur la scène de fin, justement, lorsque le personnage masculin se montre un petit peu menaçant, tu as choisi de la faire avoir peur plutôt que de peut-être reprendre ce côté de comme elle s'est entraînée à se défendre. Pourquoi avoir fait ce choix-là? Parce qu'en fait, elle est quelqu'un qui est fragilisé. Elle n'est pas quelqu'un elle n'est pas comme sa copine. Sa copine, elle est vraiment costaud. Elle n'est pas quelqu'un qui est un peu plus faible, mais elle a une personnalité un peu plus réticente, un peu plus faible, donc elle s'assume pas. Donc au final, c'est elle qui s'assume. Elle a pris la décision de prendre un divorce, mais au début, elle se doute. Elle dit peut-être j'ai pas pris la bonne décision, peut-être c'est pas une bonne idée, je sais pas. Donc elle est un peu donc ça c'est vraiment le changement. Elle est plus incertaine au début et à travers du temps, elle devient un peu plus convaincue et plus certaine d'elle-même. Mais justement, ça je le comprends sur toute la scène où elle monte chez elle et qu'elle suit le conseil qui est de courir si elle en a l'occasion. Mais moi c'était plus, justement, je faisais écho à la scène où le personnage masculin se montre un peu menaçant lorsqu'il dit ah bah quand même j'attendais un peu de reconnaissance, et que tes deux protagonistes féminins se mettent à avoir peur et se jettent sur le canapé derrière. Pourquoi ne pas avoir utilisé cette scène pour montrer justement qu'elles utilisent leur technique d'autodéfense pour valoriser aussi l'apprentissage de ce genre de pratique, vu qu'elles étaient à deux? Pourquoi avoir fait ce choix de les avoir fait quand même avoir peur à ce moment-là? Ça, c'est une bonne question, parce que je pensais beaucoup comment terminer ce film, parce que oui, j'aimerais bien penser si j'étais dans cette situation-là, j'aimerais bien tabasser le mec, mais la réalité, je crois, et je peux parler de mon propre expérience et des expériences des gens que je connais, qu'en fait, le moment quand tu es confronté avec cette violence, c'est pas forcément naturel de frapper. Donc, en fait, l'idée, c'est en fait, tu es choqué. Et quand quelque chose arrive dans le métro, la première réponse, tu es choqué. Donc, en fait, je crois que c'est la réponse de beaucoup de gens. Ils figent dans cette situation. Donc, en fait, les femmes étaient en train de reculer, mais c'était juste en reculant qu'elles sont tombées sur les cartons qui étaient là. Donc, en fait, c'était pas lui qui les a poussées, et c'était pas elle qui
Mais c'était juste en prenant un recul, un pas de recul comme ça, elles sont tombées, elles se sont renversées comme ça. Donc c'était un peu, pour moi, ça semblait un peu plus juste, un peu plus réaliste que tout de suite commencer à frapper comme ça. Tout à fait logique. Merci. Mais j'ai pensé, j'y pensais. Mais oui, non, mais c'est très compliqué. Puis effectivement, tu as fait, je pense, la meilleure chose à faire, c'est de se demander ce que toi tu aurais fait et d'écrire du coup en fonction de ce que tu savais toi aussi, de ce genre d'expérience-là. Et donc. Vraiment, face à. Parce que parce qu'en fait, elle est coincée là. C'est lui qui bloque la porte. C'est vrai. Donc c'est vraiment, c'est facile à dire, ah oui, dans cette situation, moi, j'aurais fait X, Y, Z. Mais la réalité, c'est en fait, quand tu n'as pas de sortie, quand le passage est bloqué, et en fait, l'idée, c'est juste d'éviter le conflit, même si elles sont deux. Je crois que ça, c'est normal, assez normal. Oui, tout à fait. Pour un sujet un petit peu plus gai quand même que celui-ci, je me demandais quand même à la fin, alors c'est une question un petit peu autre et qui n'a pas forcément de grande importance par rapport au film, mais je me demandais du coup qu'est-ce qu'elles ont regardé. Est-ce qu'elles ont regardé The Voice ou La Servante écarlate? Parce que les deux ont l'air de pas être d'accord sur le même programme, et pourtant tout le monde finit sur le même canapé. Donc du coup, qui a regardé quoi? Non, en fait, c'était le Servante écarlate parce que dans le gymnase, les femmes, c'était Chloé qui a dit, ah oui, je veux regarder, on se mate le Servante écarlate ce soir. Et sa copine dit, bah non, c'est le Voice. Et elles se battent pas, elles se défendent pas. Ah bah oui, ok, oui, ça va. Mais une fois qu'ils sont chez elles, et c'était un peu comme, ok, on a soi-disant résolu la situation, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Pour moi, cette longue pause, c'était un peu symbolique parce que, ok, il a compris qu'il a mal fait, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Donc, je voulais pas happy ending en couple comme ça c'était ridicule. Donc, Agnès, la copine, a dit, bah, The Voice, ça passe maintenant. Il a dit, ah oui, ok. Mais Chloé s'assume, elle dit, bah non, je veux regarder le Servant écarlate, c'est chez elle quand même. Donc, sa copine accepte et lui aussi. Donc, au final, oui, ça c'est le Servant écarlate qui regarde, oui. Et question par rapport à la durée de ton film, parce qu'on est sur un film de 17 minutes. Tu disais que tu avais aussi fait beaucoup de kino, où en général c'est des films qui sont assez courts. Comment tu as prévu ton film là? Est-ce que tu avais prévu déjà moins de 20 minutes ou est-ce que tu l'as écrit et ça s'est fait J'avais prévu 20 minutes à peu près. Ok. Mais au final, on a enlevé quelques séquences et il y a certaines autres choses qui ont été compressées, donc tant mieux. Je voulais pas dépasser 20 minutes, mais oui, j'avais un scénario de 22 pages, 23 pages. Donc, oui. Est-ce que tu peux nous parler un peu des scènes que tu as enlevées et pourquoi tu les as enlevées? J'ai enlevé les séquences où on a montré le fantasy de François. Donc, en fait, c'était les séquences comiques où il imaginait comme le sauveur, le sauveur de Chloé. Donc, au final, on pensait que c'était pas nécessaire. C'était pas nécessaire parce qu'on était déjà par l'habitude, je crois, on déjà connaît les pensées de quelqu'un qui est en train de faire une quête noble comme ça. Donc, au final, c'était pas nécessaire. Donc, oui, puis comme tu l'as dit, tu t'es basé sur les films romantiques, donc c'est vrai qu'on a déjà toutes les fins en tête possibles, de courir à l'aéroport, d'arriver au moment où, du divorce avec les papiers ou ce genre de choses. Donc c'est vrai que ça aurait peut-être fait... on arrive, comme tu le dis, à les imaginer sans même les voir finalement, ces scènes.
Oui, et on est tellement conditionné de vraiment soutenir les buts du mec, en fait, dans cette quête. Donc, c'était plutôt pour recalibrer le film plutôt vers le côté de Chloé. Donc, ça n'avait pas de sens. L'idée, c'était d'avoir un peu de symétrie. Donc, pour elle, les éléments qui influençaient ses pensées sont la télévision, les affiches, les trucs un peu autour de elle dans la réalité. Et pour lui, c'était plutôt dans sa tête. Oui. Qu'il imaginait que en fait c'était une super rencontre et pour elle c'était rien du tout. C'était presque, ça a passé presque inaperçu, donc c'était plutôt l'idée. Donc au D'accord. final c'était pas nécessaire. Je vois une question d'Agrajac Flower dans le chat qui demande quelle a été la différence pour toi entre réaliser du coup des très courts métrages avec les kinos et par rapport à un moyen métrage comme celui-ci qui est un peu plus long. Quelles ont été les différences au niveau des contraintes, que ce soit de l'écriture ou du tournage? Euh, Par un moyen métrage, ça veut dire ce film ici, parce Oui, que pour moi, ce ça c'est film. toujours un Oui, non, court oui, celui-là c'est un court métrage. métrage. Celui-là c'est un court métrage, mais il reste quand même plus long que des films de 2 minutes, de 5 minutes. Quelle a été la Oui, différence pour toi entre faire un kino et là faire ce court métrage-là, par exemple? pour moi, j'essaie de faire le film le plus court possible pour l'idée. Donc, pour moi, je voulais faire un film ici qui montrait deux points de vue. Le protagoniste féminin qui est au milieu d'un thriller et un protagoniste masculin qui est dans une comédie romantique. Donc, ça, c'est pas un film qui se fait dans 2 minutes ou 5 minutes. Donc, un film de 2 minutes, pour moi, ça, c'est plutôt un film de chute. C'est juste, il y a un petit début, il y a un rebondissement ou une fin surprise, et c'est un peu tout. Donc, pour moi, c'est juste, je crois que ma créativité ne marche pas comme ça. Que, en fait, pour moi, ça c'est difficile, en tout cas de dire, ok, oui, je vais faire un film de 3 minutes. Hmm. C'est pas très facile pour moi de faire ça. Donc, j'ai plutôt les idées et chaque idée a sa propre vie et sa propre réalisation et le durée peut être différent, mais je crois qu'en général, la parcimonie, c'est un bon principe. Donc, j'essaie de faire les films le plus court possible pour D'accord. l'idée. Et du coup, est-ce que Et oui, tu aimerais un jour faire un long métrage quand même, ou pour l'instant tu oui, oui, préfères oui, 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 j'aimerais bien. D'accord. Je vais poser deux questions également que j'aime beaucoup poser, parce qu'on on apprend souvent des choses assez intéressantes grâce à ça. La première étant, pour toi, quelle est la chose qui te rend le plus fier par rapport à ton film, la chose dont, à titre personnel, tu es le plus fier par rapport à ton film? Pour ce film-là, Mhm. je crois qu'en fait, il y a pas mal de choses. Est-ce que je peux dire deux choses ou trois choses? Tu peux. Juste Allez. une seule chose. Vas-y. Ok, en fait, ce film-là, pour moi, ça a commencé comme un plan B. J'avais le scénario, mais j'étais en train de chercher un producteur pour un autre film dont le scénario a gagné un petit prix. Mais la recherche d'une production était hyper compliquée, hyper longue, beaucoup plus compliquée et plus longue que je m'attendais. Et j'avais ce film-là et je me suis dit, mais mince, j'ai pas envie de continuer de chercher un producteur pendant 2 ans pour faire ce film. Le moment pour faire ce film, c'est maintenant. Donc, j'ai pris la décision d'avancer en autoproduction. Donc, je suis assez fière qu'en fait, on a fait toute la pré-production pendant la grève nationale à la fin de 2019. Je ne sais pas si vous vous souvenez, avant COVID.
il y avait la grève nationale et ça, c'était hyper compliqué pour faire les repérages, pour faire les castings, pour faire les rendez-vous, pour faire les répétitions. C'était pas possible pour les gens de se déplacer, surtout parce que j'avais 2 comédiens qui habitaient en banlieue, donc c'était vraiment compliqué. Et avant Covid, on n'avait pas l'habitude de faire des trucs par Zoom, donc ça n'existait pas. Donc maintenant, ça serait plus facile d'adopter les habitudes de faire les trucs en virtuel, mais à cette époque-là, c'était pas ça. Donc on a avancé. Il y avait pas mal de gens qui voulaient que je reporte le tournage pour plus tard, peut-être en mars ou en avril, mais je me suis dit non, il faut qu'on avance. Et on a terminé juste avant le confinement, avant le Covid. Donc, en fait, on a tourné entre la grève et le Covid. Donc, ça, c'était bien de faire ça. Et pour moi, ça, c'était un saut au niveau de complexité parce que en gros, on avait 50 personnes dans l'équipe, donc ça c'était compliqué, tout le monde était bénévole. Donc ça c'était un travail de convaincre les gens de travailler, de continuer. J'ai fait toute la post-production. Tout le monde était là en France, mais moi je suis partie aux États-Unis, donc j'ai suivi les post-productions à distance et ça c'était compliqué aussi. Et oui, donc je suis vraiment fière de mon équipe qui ont fait le max pour assurer que ce film pourrait voir le jour. Donc, c'est ça. Ok, merci. Et du coup, une question à l'inverse de celle-ci, est-ce qu'il y a des choses par rapport à ton film que tu regrettes ou que tu aurais aimé faire autrement? Ah oui, j'aimerais bien beaucoup plus répéter, surtout la séquence à la fin, cette séquence un peu loufoque à la fin, d'avoir un meilleur rythme, d'avoir un meilleur mouvement de la caméra. Donc, en fait, on n'avait jamais, avant le tournage, on n'avait pas tout le monde dans... on fait les répétitions, quelques répétitions dans des petits groupes, mais on n'avait pas tout le monde ensemble. Donc, c'était vraiment juste au moment du tournage, on a capté quelques temps pour répéter avant de filmer, mais c'était pas assez, je crois. Donc, j'aurais bien aimé de répéter, de faire répéter les comédiens et les caméras un peu plus, surtout pour cette séquence. D'accord. Bah, merci en tout cas pour toutes tes réponses. Et Merci à toi. bah, c'est normal. Et si des gens ont encore des questions dans le chat, n'hésitez pas, ça va être le dernier moment pour le faire. Et avant de te laisser, Denise, je devais également te demander si j'avais la permission de rediffuser la partie entretien, donc pas le film, mais juste notre entretien après sur YouTube, ou si je le laisse uniquement en direct. Ah oui, bien sûr, tu peux Ok. retransmettre, oui. Pas de souci. Bah, en tout cas, merci beaucoup d'avoir présenté ton film et puis d'avoir répondu à toutes les questions ce soir. Ça fait très plaisir. Et bah, si jamais tu refais un film un jour, n'hésite surtout pas à revenir, qu'on puisse reparler de tout ça. Ok, merci à toi, c'était un grand plaisir. Ah, attends, j'ai une dernière question pour toi qui vient d'arriver. Une dernière, nous dit Jacques Flower. Avez-vous envisagé d'aborder le sujet d'une autre façon? Est-ce que tu aimerais reprendre le même sujet, mais l'aborder différemment peut-être? Exactement le même sujet. Non, mais le film que je suis en train d'écrire, c'est... il y a des sujets féministes un peu similaires, mais non. Non, parce qu'en faisant une comédie romantique, je voulais vraiment faire l'idée de créer une arme de ces fleurs. J'avais l'idée vraiment des fleurs un peu oppressantes. Et oui, en fait, ça c'était mon idée des débuts. Donc en fait, non, j'avais pas... Peut-être réaborder certaines thématiques, mais dans une histoire différente, en gros. En fait, oui, dans le prochain film que je suis en train d'écrire, c'est toujours le même problème dans le sens si il y a un problème dans la société, c'est
c'est assez compliqué de parler d'une personne qui est une Oui. pomme pourrie et une personne qui est une personne gentille et sans faute. Donc, en fait, quand le système est injuste, en participant nous participons toutes. Donc, c'est un peu... c'est une situation un peu compliquée. Donc, en fait, oui, j'aborde un sujet un peu similaire. Mais... Ok, bah très bien. Et bah, j'espère le voir, ce film, parce que ça peut être intéressant du coup de Ça va reparler prendre de un tout peu ça. de temps. Bah, écoute, j'espère être toujours faire toujours ces émissions quand ça sortira, histoire de pouvoir voir tout ça. Et en tout cas, bah Oui. encore merci. Et puis bah on va passer au film d'après. Donc merci à toi encore. Et puis bah bonne soirée. À bientôt, j'espère. Merci, merci à toi et merci à vous. Merci. Salut. Et rebonsoir. C'était donc le deuxième film de cette soirée. Merci. Je vois que celui-ci a fait pas mal réagir. Donc nous allons maintenant accueillir la réalisatrice de ce film, Johanna. Et Johanna, bah écoute, comme pour tout à l'heure, je vais te laisser nous présenter un petit peu ton film. Et pendant ce temps-là, les gens vont profiter du doux silence du moment où je me tais. Et je te laisse donc la parole et te présenter un petit peu. Bonsoir, je m'appelle Johanna Boyedi-Lolo. Je suis scénariste et réalisatrice. Quoi dire d'autre? Je viens de Côte d'Ivoire. Je suis en France depuis 2006. Et j'ai suivi une formation au CLCF, Conservatoire libre du cinéma français. C'est un nom pompeux pour une école privée, en fait, qui se trouve à Paris, où j'ai fait une formation assistanat de réalisation. Ok. Pour devenir réalisatrice, c'est logique. Et du coup, c'était ton premier film en tant que réalisatrice, celui-ci, ou pas du tout? Non, j'ai fait quelques courts-métrages depuis que j'ai quitté l'école. J'en ai fait 3 depuis que j'ai quitté l'école. Un très court parce que je voulais tester le Mobile Film Festival. Mhm. Un qui fait une vingtaine de minutes qui n'a rien à voir. C'est un truc fantastique qui s'appelle Abduction. Et là, c'est mon troisième, donc mon troisième autoproduit au fait. Ok. Mobile Film, c'est 1 minute, hein, c'est ça? C'est 1 minute Ouais, c'est au ça, c'est téléphone. 1 minute. Ouais. Donc, Et voilà, effectivement, ça m'a c'est deux permis de formats découvrir. très, très différents, quoi. C'est ça m'a permis de découvrir que je suis absolument nulle pour faire des trucs courts. C'est très compliqué. On a tendance Ouais, à... c'est difficile, ouais. C'est très compliqué et surtout, c'est très dur de dire ce qu'on a envie de dire en 1 minute. On a toujours cette impression qu'on a oublié de parler d'un détail. Mais bon. Dans tous les cas, on est surtout là pour parler de ce film-là. Et avant de revenir sur plusieurs détails de ton film, il y a quand même une chose que je veux aborder en premier, c'est cette scène du pont à la fin. Et Ouais. déjà bien joué, parce que faire un plan séquence de nuit avec une actrice à la peau noire et une actrice à la peau blanche, sachant que c'est deux éclairages très différents, il fallait l'oser. Donc est-ce que tu peux revenir un peu sur cette scène déjà enfin, combien de temps ça vous a pris de le faire et bah, parle-nous un petit peu du tournage de cette scène finale. Alors, je voudrais déjà remercier le chef-op d'être encore mon ami, parce que il aurait pu me tarter et se barrer. Alors, en fait, c'est marrant que tu me demandes parce qu'elle a une histoire particulière, cette scène. C'est qu'on l'a tournée je voulais absolument qu'on la tourne en dernier, que ce soit vraiment la dernière scène du tournage. Donc, on a tourné en dernier, c'était un lundi soir, complètement illégalement, au Blanc-Ménil, dans le 93. Et en fait, normalement, on devait avoir tourné avec des light panels, sauf que les batteries nous ont complètement lâchés, mais vraiment. Et du coup, cette scène a été éclairée avec, en fait, le chef-op, il s'est tourné vers nous. Il a dit, je veux tous les téléphones portables de toutes les personnes qui sont sur le tournage. Et au fait, on a mis les lampes torches de nos téléphones et il a recréé un light panel géant avec tous nos téléphones portables. Et on a tourné comme ça. Voilà, au niveau éclairage. BG. Ben ouais, franchement, faut le faire. Ça, merci à Michael, du coup. Je sais pas s'il est avec nous, mais Je merci. crois que j'ai vu passer un Michael dans le chat, donc si c'était toi, GG. Franchement, bien joué. Il est bon. Bah, du coup, c'est lui qui a étalonné aussi la scène et il en a bien chié. Et par rapport du coup
à cette scène, tu l'as, j'imagine, toujours pensé en plan séquence. Et comment tu as fait pour calculer le temps de dialogue jusqu'à arriver jusqu'à cet endroit parfait pour avoir cette lumière pile poil entre tes deux comédiennes? Est-ce que combien de fois vous avez fait la scène en fait? Au fait, quand on est arrivé sur les lieux, effectivement, j'avais repéré qu'il y avait cet endroit d'éclairage où je voulais que ça se termine. Et on a fait quelques répètes, mais en fait, les comédiennes, on a répété un peu chez moi pour le rythme de la scène, pour la musicalité de la scène aussi, les moments de silence et tout ça. Et en fait, quand on est arrivé sur les lieux, elles étaient chaudes de tourner immédiatement. En fait, elles avaient plus envie, elles avaient leur marque et elles ont voulu tourner immédiatement parce qu'elles se sentaient de le faire comme ça. Et au final, on a fait quand même 7 prises parce que le pont sur lequel on tourne, il y a le RER qui passe en dessous. Hmm. Donc voilà, t'imagines les prises où le RER. On a un peu fait exprès de tourner tard, comme ça on savait qu'il y avait un espacement entre les Ouais. RER. Et voilà, donc il y a des prises où on a eu des passages de RER, des moments où on a attendu le passage du RER, etc. Et au final, la dernière prise était la 7e et c'est la bonne. C'est celle qu'on a gardée au montage final. Ok, très bien. Et qu'est-ce qui t'a fait dire ok, c'est bon, on arrête? Est-ce que c'était la fatigue ou est-ce que tu t'es vraiment dit celle-ci, elle est bonne Ça a été le fait que vraiment à ce moment-là, quand on a fini de tourner cette scène, des gens on était tous émus, Hmm. tous ceux qui étaient présents étaient émus. Au son, il était satisfait de ce qu'il avait, parce que les prises précédentes, il y avait des petits détails qui le dérangeaient. Au cadre, il était content aussi. Et à la lumière, nos portables, ils commençaient sérieusement à se décharger, du coup. Ouais. Et au fait, on a senti qu'il se passait un truc à ce moment-là et que c'était la bonne. Ok, très bien. Je vais reprendre un petit peu les questions du chat maintenant pour partir un petit peu plus dans la globalité du film. J'ai Agrajak Flower qui demande, notamment parce que tu tournes avec des actrices finalement assez jeunes, et comment ça s'est passé pour le casting et puis pour les diriger derrière. Alors, au fait, c'est 2 actrices professionnelles. Au fait, donc Morgane qui joue Gabi, en fait, les deux sont issues, elles jouent pas mal en comédie musicale, toutes les deux. Malika qui joue Juliette, donc le rôle principal, je l'ai repérée sur un seul en scène qui s'appelle Samia. Donc je l'ai vue au théâtre, je l'ai trouvée exceptionnelle dans ce rôle. En fait, elle fait jeune, mais en fait, elle n'a pas du tout l'âge du rôle en réalité. Et je lui ai soumis le projet, elle a tout de suite accepté. J'ai écrit en pensant à elle, au fait, une Ok, fois que je l'avais vue au théâtre. Ensuite, on s'est rencontrés, on a discuté, on s'est dit qu'on avait envie de bosser ensemble. Et quand j'ai écrit le rôle, j'ai pensé à elle. Et idem pour Morgane, mais sauf que Morgane, je la connaissais pas personnellement. Je l'ai rencontrée à un casting. J'ai assisté au casting pour une comédie musicale. Et il y avait une scène de théâtre à jouer. Et pareil, je l'ai trouvée ouf. Et en fait, c'est une actrice qui joue depuis qu'elle a 14 ans et elle a été prise dans une comédie musicale à 14 ans. Et là, maintenant, aujourd'hui, elle continue de faire ça. Elle joue beaucoup au théâtre. Mais les deux, je crois que c'était leur premier gros rôle dans un court-métrage. ok, bah, très bien. D'ailleurs, tu disais que c'était court-métrage autoproduit, ça t'a coûté à peu près combien de faire ce film? Alors, quand je fais un peu le calcul, je pense autour de 2005, Ok, dont une grosse partie, au fait, c'est la bouffe, parce qu'il y avait du monde à nourrir, et les transports. Au fait, tout ce qui est matos de tournage, j'ai une chance, c'est que en sortant de l'école de cinéma, j'ai fait un collectif de réalisateurs avec plein de gens avec qui ça avait matché à l'école de cinéma et des gens qui nous ont rejoints après, des autodidactes et tout ça. Et du coup, on met en commun du matos pour s'aider dans nos projets. ok, bah pas mal. C'est vrai que ça réduit quand même pas mal les coûts dès que t'as pas le matos à acheter. Ouais, c'est clair. C'est pas mal. Comment t'as pensé ton scénario? Parce qu'au final, tu abordes quand même énormément de sujets. Parce qu'on a le sujet principal de cette histoire d'amour qui se construit petit à petit. Mais on a aussi toute la thématique autour du sport. On a aussi l'histoire qu'elle a de son côté avec ses parents et le parallèle qu'elle fait un petit peu avec celui qui envisageait de devenir son copain, qu'elle voit un peu, elle voit un peu le schéma de son père qui se répète chez lui. Et comment tu as fait pour écrire? Est-ce que tu avais toutes tes thématiques déjà en tête que tu voulais aborder ou est-ce que tu as écrit
ton trait principal et tu t'es dit tiens, je peux peut-être rajouter ça et ça et ça? Au fait, j'avais le trait principal et je prends beaucoup de temps en général à écrire le background des personnages. Et au fait, c'est en construisant ce background des personnages que c'est venu. Je voulais que ça transparaisse quand même dans le film et qu'on comprenne aussi les enjeux des personnages. Et du coup, en construisant le background, moi, je me suis fait un film dans ma tête, c'est que ces deux filles étaient amies quand elles étaient enfants et qu'elles ont eu une amitié un peu contrariée qui a mené à ce moment-là qu'on vit dans le film. Qui fait qu'elles se sont pas parlé depuis un moment. Et comme on était concentré sur Juliette, on avait écrit un background de Gabi aussi qu'on ne voit pas dans le film parce que on est du point de vue de Juliette. Et du coup, enfin, j'ai décidé de montrer quand même ce background, c'est quoi sa vie familiale et tout ça. Ok. Et pourquoi avoir choisi de laisser quelques petites choses un petit peu en non-dit entre guillemets, parce qu'effectivement, cette dispute au final entre les deux, on ne saura jamais vraiment qu'est-ce que c'était, pourquoi ça a mis 10 ans à se faire. On a aussi toute l'histoire de Gabi qui est très perso dans le sport et qui devient un peu moins perso sur la fin, mais on n'aborde pas trop forcément la transition. Euh, Est-ce que c'était un petit manque de temps de ton côté ou est-ce que c'est juste tu considérais que c'était pas important, que ça se comprenait, il n'y avait pas besoin d'appuyer la chose? Est-ce que tu peux me redire la question, s'il te Ouais, plaît? excuse-moi. Ouais, C'est vrai que des fois je pars sur des trucs où ouais, j'essaye d'expliquer ouais, pour être clair et en final ouais. j'oublie qu'il y a une question normalement dedans. Ma question c'était du coup sur tous ces non-dits qu'il y a, est-ce que c'est parce que c'était un manque de temps de ton côté parce qu'il fallait pas que ton film soit trop long ou est-ce que c'est parce que tu considérais que on pouvait le comprendre et qu'il n'y avait pas besoin d'appuyer dessus non plus? Alors, c'était parce que j'ai essayé de le faire comprendre en écriture. Mhm. Je me suis dit, c'est pas grave si on n'a pas toutes les clés parce que j'ai décidé de raconter un moment de vie à un instant T de quelqu'un. Et du coup, je trouve ça souvent un peu, enfin, j'aurais trouvé ça maladroit. En tout cas, j'aurais pas su comment écrire un truc hyper explicatif où Mm. j'explique vraiment, il y a 10 ans, il s'est passé ça, ça m'a saoulé, donc on se parle plus. Et du coup, je me dis, en plus, quand on a ce genre de bagage-là, est-ce qu'on a vraiment envie de remettre des mots dessus? Ouais. J'ai essayé de me baser aussi sur mon expérience personnelle et de me dire que voilà, là, en plus, étant adolescente, est-ce que comment le dialogue relaie entre elles? Ça, c'est une vraie question aussi que je me suis posée, c'est comment, sur les silences, les non-dits, les dialogues et tout, comment elles s'expriment? Parce que j'ai choisi des adolescentes qui n'ont pas forcément ultra confiance en elles. Par exemple, il y a un détail dont je parle parce que quelqu'un m'avait posé la question. Juliette dit les darons black. Elle dit pas le mot noir parce que pour moi, elle n'a pas encore le bagage pour être assez sûre d'elle pour prononcer le mot noir, par exemple. C'est des petits détails comme ça que j'ai essayé de glisser dans le film pour qu'on comprenne à peu près où les personnages en sont et j'espère qu'on comprend. Ok. Mais c'est vrai que j'ai vu que c'est un débat qui revenait un petit peu en ce moment sur le black et le noir. Et c'est vrai que j'avais pas fait forcément le rapprochement pour le coup. J'ai Agrajak Flower dans le chat qui demande du fait qu'il y ait pas mal de scènes de nuit, est-ce que ça n'a pas été trop compliqué du coup à filmer? Et comment tu t'y es prise pour les autres scènes de nuit, par exemple les deux fêtes, du coup, notamment qui se passent de nuit? Alors, les autres scènes de nuit, c'est chez moi, tout simplement. En fait, j'ai la chance d'habiter en banlieue avec un petit jardin et où on est tranquille, on dérange pas trop les voisins et tout. Et du coup, c'est un peu dans le collectif notre ressort scène de fête et scène de nuit, quoi. Et du coup, étant chez moi, j'avais toute l'électricité nécessaire pour pouvoir brancher des projos et éclairer, mettre la guirlande et tout ça et Hmm. éclairer comme on voulait ces scènes-là. Bon, bonne idée. Bonne idée. Ça existe La donc maison, les on jardins pense à pas. Paris? Et ouais, ça existe, c'est ouf. C'est pour ça que j'ai pris que je loue ici. J'ai Yann Taman qui demande s'il y a moyen de revoir le film pour partager avec son entourage. Je sais plus si toi ton film est disponible. Je sais que le film qu'on a vu avant, Un mec gentil, n'est pas encore disponible. Mais le tien, si le tien, il me semble qu'il est sur YouTube déjà. Ouais, il est disponible sur YouTube et c'est complètement dingue. On a dépassé les 500 000 vues. Ok. Ah oui, c'est vrai, Voilà. j'avais vu passer ça. Bah écoute, Ouais. Yann Taman, je vais chercher pendant une autre réponse. Je partagerai le lien et dans tous les cas, il sera sur la rediffusion, il y aura les liens accessibles également.
Ouais, c'est ça. Sinon, page YouTube de FFI, mon collectif, et c'est dessus. Voilà. Pour revenir aussi, parce qu'il y a pas mal de thématiques sur le sport, quand même, au final, parce qu'il y a beaucoup de matchs et tout. Comment est-ce que tu as pensé ces scènes-là et tout justement le background de tes personnages en sport? Est-ce que c'est quelque chose que tu connaissais personnellement aussi? Ou est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu t'es renseigné avant de faire ton film? Alors, j'ai fait beaucoup de basket et de foot, surtout du foot, mais j'ai fait pas mal de basket aussi quand j'étais ado. Et du coup, ben, je me suis basée sur un sport que je connaissais. Et au fait, j'ai contacté le club de basket de ma ville. Donc, le coach Eric Ladislas, il a été adorable. Il a tout de suite accueilli le projet avec plaisir. Il a un peu coaché les comédiennes aussi. Et elles se sont faites coacher par les autres joueuses qui, pour le coup, sont des vraies joueuses. Et du coup, il y a eu un échange comme ça où les comédiennes ont un peu coaché les figurantes et les figurantes ont coaché les comédiennes sur l'aspect sport. Et je trouvais que le sport était un bon biais pour renouer un lien, au fait. Parce que ben, l'esprit d'équipe, parce qu'on vit des émotions ensemble, on vit plein de choses ensemble. Et je trouvais que le moyen du sport était pas mal pour qu'elle soit obligée de reprendre contact. T'es dans la même équipe que la personne. De toute façon, il y a un moment où vous allez être obligé de vous parler. Ok. Et justement, il y a aussi les scènes de discussion qui ont été faites sur ce terrain. Comment tu as prévu tes discussions en termes de montage? Est-ce que tu étais plutôt du genre à improviser sur place, caméra en main, ou est-ce que tu avais prévu déjà un peu tous les axes? Parce qu'on voit que des fois tu es caméra posée. Et notamment la scène entre. Alors j'ai oublié le nom du protagoniste masculin, mais quand Gabi se prend la tête avec Avec Jackson, ouais. avec Jackson, c'est de la caméra à épaule, c'est du jump cut un peu dissimulé dans les dialogues. Comment tu as prévu ce montage-là? Alors, au fait, tout ce qui est scène de match et tout ça, j'avais prévu, il y avait un plan fixe sur la coach. Et ensuite, il y avait deux caméras qui étaient sur le terrain et qui, en fait, les deux cadreurs couraient en même temps que. Il y en a un qui était au glide et l'autre était à l'épaulière. Et au fait, je souhaitais qu'on soit un peu au cœur du match, quoi, qu'on reste pas extérieur et qu'on soit vraiment à l'intérieur du terrain avec les joueuses. Qu'il y a un peu la frénésie de ce truc-là, voilà, que ça bouge. Et en revanche, que la coach se soit vraiment plus posée parce que bah, c'est un peu aussi la figure qui pose les choses et qui raisonne et tout ça. Donc voilà, c'était de la grammaire comme ça en termes Ok. de cadre. Et tu m'as parlé de la scène Gabby Jackson. En fait, cette scène devait s'arrêter quand Juliette sort du cadre. Mhm. Et au fait, j'ai dit couper et les comédiens n'ont pas entendu. Ils ont continué En fait, ils ont improvisé au-delà du texte. Ils ont commencé à vraiment se fighter, enfin à jouer qui se fightaient. Et au fait, le cadreur a suivi ce truc-là. Au fait, au début, il est resté de loin et je lui ai demandé de se rapprocher. On a filmé quand même ce truc-là en se demandant si on allait le garder ou pas. On a dit qu'on allait voir ce que ça donnait. Et au final, c'est une scène que j'ai gardée au montage parce que je la trouvais forte et intéressante parce que c'est la première fois qu'on voit Gabi et Jackson ensemble. Ok, Et que ça marche bien, au fait, je l'ai trouvé vachement bien dans cette scène. très bien. Et je crois, si je ne m'abuse, je crois que j'ai ton frère sur le chat qui demande si pour la scène du basket, tu t'es pas inspiré d'un chef-d'œuvre comme les frères Scott. Est-ce que tu es sûr que c'est mon frère? Il s'appelle comment? Je vois Clem DB. Ah, c'est mon partenaire in crime. Ah, ton partenaire in crime. Ah oui, ben bien sûr, les frères Scott. Attends, il connaît mes références. Tu vois ce que c'est ou pas? C'est la série, hein, c'est ça. C'est une série, C'est les frères ça. Scott. En fait, c'est une teen série qui est vraiment pas ouf, mais que j'adorais regarder quand j'étais ado, où ça joue beaucoup au On a basket. tous une teen C'est ça. série qu'on regardait et qu'on assume plus ou moins. Ne Ben oui. t'inquiète pas. Et justement, pour revenir à ça, dans ces séries-là, il y a toujours, je pense à Dawson par exemple, soit les ados ont un langage beaucoup trop abusé pour leur âge. Genre dans Dawson, ils ont vraiment des conversations hyper philosophiques et tout.
Et je voulais pas non plus que ce soit le cliché des ados teubés. Hmm. Et du coup, j'ai vraiment essayé dans l'écriture de trouver une balance dans leur façon de s'exprimer, quoi. C'est un truc qu'on a bossé avec les comédiennes aussi. Ok. Je vois que tout le monde est en train de me lancer les séries que eux ils regardaient. Il y a un mec qui nous dit qu'il regardait Merlin avec des ados de 22 ans. C'est vrai. Mais c'est vrai que oui, en effet, Ouais, les comédiens de Aux cette époque-là. États-Unis, ouais, ils sont assez incroyables des fois avec leurs ados de 35 ans. Très bien. J'ai Yann Taman qui demande si enfin, quel est ton meilleur souvenir de tournage. Et j'en profite juste très vite. Je remercie Denise qui a follow la chaîne. Merci beaucoup. Et du coup, ouais, quel est ton meilleur souvenir de tournage? Ben, je pense que c'est vraiment ce moment sur le pont, au fait. Parce que ça concluait aussi quelque chose. On était tous ensemble. En tout cas, là, il y avait, je suis désolée pour celui qui joue Jackson qui n'était pas là, mais il y avait un peu le noyau dur de l'équipe technique aussi qui était là, qui restait. On était tous complètement crevés. C'était le dernier jour de tournage. Et à la fin de cette scène-là, on avait fait quelque chose ensemble dont on savait déjà qu'on était fiers de ce qu'on avait fait. Ok, bah oui, puis j'imagine, mine de rien, comme on le disait tout à l'heure, c'était un plan qui n'était pas forcément très facile à tourner. Donc j'imagine que quand tu le finis, tu as aussi cette pression qui descend en te disant, ok, c'est bon, on l'a fait, et il a été enregistré, quoi. Bon, j'imagine que tu Ouais, regardes quand même que le truc a bien été enregistré et que tu avais appuyé sur play. Parce que... et c'est clair. Mais je crois que je me suis tournée vers Clément justement et je lui ai dit, je sais pas comment je tiens encore debout. J'étais vraiment claquée. Sinon, il y avait une question dans le chat pendant le film par rapport à la scène des Lego. Pourquoi ce scandale absolu par rapport autour de cette maison des Lego? Est-ce qu'il y a un souvenir personnel également qui se cache un peu derrière, ou est-ce que c'était juste une manière de revenir justement sur cette relation d'il y a 10 ans qu'elles avaient eue? Alors moi personnellement, j'adore les Lego. C'est pour ça que j'ai mis des Lego et je remercie Aurélien qui m'a prêté cette maison de Lego qui est encore plus fou des Lego que moi. Et au fait, c'était un moyen de revenir dessus. Au fait, le film qu'on s'est fait, c'est qu'on s'est dit que quand elles étaient gosses, elles ont construit ensemble cette maison de Lego qui était un peu leur refuge à elles et un peu quelque chose qu'elles partageaient entre elles. Et du coup, pour moi, c'est pas vraiment sur les Lego qu'elle fait un scandale, mais au fait, c'est un peu le fait de ne pas l'avoir, c'est un peu une concrétisation du fait que leur amitié n'existe plus, Hmm. qui la frustre. Et juste avant ça, il y a eu la scène où elle a entendu ses parents se Oui, disputer. et du coup, déjà Voilà, émotionnellement, elle est un peu... c'est ça. Et pour moi, elle est très à fleur de peau à ce moment-là. Et c'est un peu une escalade d'émotions qu'elle a du mal à gérer. Et donc, ça ressort mal à ce moment-là. Et ça ressort sur Gabi avec cette histoire de Lego. Ok. Et autre question sur un sujet un poil différent, c'est au niveau de la musique. Comment elle a été construite? Parce que la première fois qu'on l'écoute, ça faisait très comédie, je trouve. Et petit à petit, en fait, la musique revient en thématique un petit peu tout le temps. Comment tu l'as construite, cette musique? Alors, du coup, c'est Clément qui a composé la musique Ok. et qui a fait de tous mes courts-métrages. Et au fait, la musique du début du film, on voulait un truc qui bouge bien, qui groove un peu, justement pour entrer dans l'ambiance adolescence, soleil, basket et tout ça. Parce que dans le film, on se rapproche un peu des vacances d'été. Il y a des scènes qui ont été virées où on voit qu'ils ont le bac et tout ça, Mhm. mais que finalement on a enlevé. Et au fait, au fil du film, on voulait basculer plus vers une musique, quelque chose de plus intime et qui résonne plus avec les sentiments des personnages à ce moment-là. Ok, très bien. Bah, moi, je vais arriver un peu au terme des questions que j'avais prévues. Si vous en avez d'autres dans le chat, je rappelle que c'est le moment. Et en attendant, je vais te poser les deux questions que j'aime bien poser à toi aussi. Quelle est notamment ta plus grande fierté par rapport à ce film, la chose dont tu es le plus fier? Alors, ça peut être sur le film en soi, ou sur le tournage, ou sur tout ça. Bon, tu nous as déjà parlé de la scène du pont, mais est-ce qu'il y a autre chose que tu en retires et qui est une fierté pour toi? Alors, je pense que c'est d'avoir réussi à transmettre l'émotion que je voulais. Parce que quand je vois les réactions des gens sur YouTube, ben, le nombre de vues et le nombre de messages incroyables qu'on reçoit de jeunes LGBT,
qui m'écrivent en disant, en me remerciant d'avoir fait ce film, ou qui se reconnaissent dans les personnages, ou qui me disent tout bêtement, ben moi j'ai jamais osé dire à ma meilleure amie que j'étais amoureuse d'elle et tout ça. Ça, c'est une grande fierté parce qu'il y a un truc où le film m'a complètement échappé. Et au fait, c'est ça qui est cool, c'est qu'une fois que je l'ai publié, il m'appartient plus et je suis contente que des gens se le soient approprié. Ça, j'en suis très fière. Ok, et justement pour revenir sur ce côté LGBT, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose d'assez original dans ton film que j'avais pour le coup assez rarement vu, c'est qu'on n'a pas du tout le point de vue, alors que pourtant on la suit depuis le début de Juliette. À aucun moment on va avoir des sortes de discussions de est-ce que j'aime les femmes, est-ce que machin, est-ce que je suis pas attiré par les hommes. Il y a directement ce baiser et on s'arrête là et il n'y a pas du tout ce discours ou ce point de vue qui est abordé. Est-ce que c'était un choix dès le départ ou est-ce que ça s'est fait juste comme ça? Non, c'est un choix parce qu'au fait, j'aime, enfin moi à titre personnel, j'aimerais bien que ce soit plus trop un sujet. Enfin voilà, après la société évolue, tout ça. Hmm. Et au fait, justement, c'est pour ça que l'histoire avec Jackson existe. C'est que, au fait, elle est tombée amoureuse de quelqu'un. Hmm. Et au fait, Gabi, ça aurait pu être un mec, ça aurait pu être, c'est une fille, ça aurait pu être une personne trans, ça aurait pu être une personne non binaire. Au fait, peu importe, elle est tombée amoureuse de cette personne-là. Et au fait, voilà, j'avais pas trop envie que ce soit un sujet et qu'elle se demande est-ce que j'aime les filles ou quoi. Au fait, juste Hmm. elle aime et elle y va, quoi. Ok, bah merci pour ça, parce que j'ai trouvé que ça faisait plaisir qu'on se pose pas la question et que ce soit juste, voilà, c'est comme ça. Merci, je suis contente. Et du coup, à l'inverse, est-ce qu'il y a quelque chose dans ton film dont tu n'es pas fier ou que tu aurais aimé potentiellement faire différemment? Oui, je pense les scènes de basket, techniquement, je pense que ça aurait pu être mieux. On a été pris par le temps. Peut-être qu'on aurait dû forcer et prendre plus de temps. Après, bon, c'est la ville qui nous prêtait Hmm. les gymnases à ces dates-là. Mais voilà, tu as vu, il y a beaucoup de moments qui sont flous. Et voilà, j'aurais aimé, si je devais le refaire, je prendrais plus de temps sur les scènes de basket quand même, parce que techniquement, je suis un peu frustrée là-dessus. Je peux comprendre, mais c'est très compliqué hein, de faire les scènes de sport. J'avais lu Ouais, une en plus, j'avais interview. jamais fait ça. Ouais, j'avais lu une interview parce que là il y a une série en ce moment qui marche pas mal qui s'appelle Ted Lasso et qui parle de l'univers du football aussi et où tu as quelques scènes et le showrunner disait lui-même qu'il essayait d'en mettre le moins possible parce que c'était une tannée pas possible à tourner. Ouais, c'est galère. Donc je peux comprendre. Ah, je vois Ouais. qu'on me demande le lien pour Sens Critique, donc je vous l'envoie dès maintenant à la demande. Et en plus, je pense que quand t'as l'œil, tu vois qu'elles sont pas basketteuses, quoi. Un petit peu pour les deux actrices principales, ouais, Ouais. effectivement, mais bon Et après. d'ailleurs, j'ai un fun fact, c'est que quand on a tourné la scène où elle s'embrouille là avec une autre joueuse, Hmm. donc l'autre joueuse est comédienne aussi, et donc j'explique aux joueuses pro mais qui sont pas comédiennes qu'on va tourner une scène de dispute et tout ça, et qu'elles vont devoir les séparer. Et là, on lance une répétition, elles commencent à s'engueuler, et là, toutes les joueuses pro, ben, elles se figent. Et elles pensaient vraiment que les deux comédiennes étaient en train de se fighter. Et du coup, je leur dis, bah non, elles sont en train de jouer, c'est juste qu'elles jouent bien. Et elles me répondent, ah ben d'accord, c'est pour ça qu'elles sont nulles en basket, c'est parce qu'en fait, elles jouent bien la comédie. Aïe, 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 aïe. Ok. Ah, je vois que Denise valide la série que j'ai citée. Mais c'est vrai que c'est Ah, sympa. cool. Si tu ne connais pas Denise, je te conseille Scrubs, qui est du même showrunner et qui parle de l'univers médical et qui, pour le coup, est assez merveilleuse comme Ouais, c'est série. formidable, Scrubs. Ah, merci. Bah écoute, de mon côté, j'arrive un peu à terme de mes questions et je vois qu'on arrive aussi au terme des 30 minutes. Avant de te laisser, cependant, est-ce que tu as autre chose peut-être que je n'ai pas abordé, que tu aimerais aborder à propos de ton film? Parce que des fois, j'oublie de parler d'un sujet, peut-être qu'il y a quelque chose sur lequel tu aimerais revenir. Non, j'allais juste dire aussi que ça fait du bien de tourner aussi avec des comédiens noirs. Voilà. Hmm. C'était un choix aussi que j'ai fait dans le film. Parce que voilà, moi personnellement, quand j'étais gosse, j'ai commencé à écrire tôt.
Et je m'imaginais pas des personnages, déjà je m'imaginais pas des femmes et je m'imaginais des personnages blancs à chaque fois dans ma tête. Et au fait, en grandissant, je me suis dit, au fait, ça arrive parce que je n'ai pas eu ces représentations-là. Et au fait, j'ai envie de les avoir moi déjà en tant que spectatrice à titre personnel. Et parce que c'est normal, quoi. Au fait, c'est la société dans laquelle on vit. Il y a du monde, voilà. Il y Mm. a du monde, il y a qui viennent des quatre coins du monde et je trouve ça cool de représenter. Et c'est quelque chose que je fais spontanément. Et voilà, on devrait tous le faire un peu plus quand c'est logique, en tout cas. Tout à fait. Et dans ce cas, bah, j'en profite pour te poser cette question. Comment ça s'est passé pour le casting de Gabi? Est-ce que tu avais déjà prévu que ce personnage-là ne serait pas noir? Ou est-ce que c'est venu juste parce que t'aimais bien cette actrice et tu t'es dit, bah vas-y, je la prends, elle? Non, j'avais prévu qu'elle soit pas noire aussi. Ok, Ça c'était prévu. Ouais, dans ma tête, c'était comme ça. ok, ça marche. Couple mixte. Très bien. Bah, en tout cas, merci d'avoir joué le jeu et d'être venu ce soir pour présenter ton film. Ah oui, il y a juste Yann Taman qui demande si tu as des projets futurs également. Oui, j'ai coécrit une série avec Clément, Ok, pour laquelle on a eu la bourse Beaumarchais SACD écriture télévision en 2019. Et là, on croise les doigts, mais on a quelqu'un qui s'est positionné pour la diffusion. Donc, c'est un thriller policier qui se passe dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. trop cool. Donc, Inch'Allah, dans quelques mois, on est en pré-prod, quoi. Bah écoutez, je vous le souhaite. Et puis si ça se fait, je serais ravi de voir ça. Donc n'hésite pas à me l'envoyer quand c'est bon. Ça marche. Et du coup, avant de te laisser, je dois quand même te demander si tu acceptes que je repartage cet entretien derrière. Ouais, avec plaisir, bien Ok. sûr. Eh ben écoute, super. Bah en tout cas, merci beaucoup à toi d'avoir joué le jeu et d'être venu ce soir. Et à très vite pour d'autres projets, j'espère. Ouais, merci à toi et c'est trop cool que tu fasses ça, là, les cours du soir. Continue, c'est trop cool. Merci Ah, beaucoup. bah avec grand plaisir. Merci beaucoup pour ce retour. Bonne soirée. Salut. Bonne soirée. Et rebonsoir. On va donc passer à ce troisième entretien. Maxime, je te laisse te présenter comme les deux personnes d'avant. Alors n'oublie pas juste de mettre ta caméra. Et ensuite, nickel. Et puis bah C'est bon là? écoute, Vous me voyez? ouais, on te voit. Ok, Bah nickel. écoute, présente-toi et puis présente-nous un petit peu ton film. Alors, bonsoir tout le monde. Alors, moi, c'est Maxime Turbil. J'essaye d'être comédien, réalisateur et cascadeur. Donc, La Mallette, enfin, ce projet, c'est mon premier vrai projet, entre guillemets. Et il fait suite à ma rencontre avec mon collègue Stan, qui joue Samba dans le court-métrage. On s'est rencontrés à mon école de cascade. Et on avait vraiment pour ambition de faire un film assez cinématographique et pas juste une vidéo de combat filmée avec le téléphone et on poste ça sur les réseaux. Comme on voit beaucoup dans mon école, souvent on filme quelques bagarres comme ça juste avec le téléphone. Là, on voulait vraiment faire quelque chose d'assez pro avec les peu de moyens qu'on a. Et voilà. Et par la suite est né ce projet La Mallette qu'on a réfléchi pendant plusieurs mois et voilà. Ok, bah super. Et Johanna qui fait remarquer que tu as également fait le sound design du film apparemment. Et puis je t'ai vu aussi en montage, étalonnage au C'est ça. générique. C'est Pourquoi? ça, j'ai fait sound Ouais. design, écriture, bah, à peu près tout, quoi, au final. Et est-ce que c'était une volonté de ta part d'essayer un peu tous les postes ou est-ce que c'était aussi une question financière? Est-ce que tu as réfléchi un moment à peut-être déléguer tous ces rôles-là pour plus te centrer sur ce que tu voulais faire toi? Alors, c'était plutôt, c'était pas vraiment une volonté, c'était plus imposé à moi-même parce que on n'avait pas réussi à s'entourer vraiment d'une vraie équipe de tournage, de trouver les bonnes personnes pour les bons postes. Donc, on s'est très vite rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses qu'il fallait qu'on fasse nous-mêmes. Donc, c'était une volonté de ma part, comme ça me permettait de contrôler de A à Z comment allait se dérouler le film, la post-production, etc. Mais par la suite, j'aurais bien aimé quand même déléguer, parce que ça engendre pas mal de difficultés, notamment de concentration sur nos postes respectifs lorsque tu fais un peu tout, quoi. Hmm. Et même sur l'après-tournage, t'as pas réussi à trouver des gens, notamment pour le montage, pour l'étalonnage, pour tout ça?
c'est assez compliqué parce qu'on n'avait pas vraiment de budget. Pour vous dire, là, le budget, ça doit être 200 € au maximum. On n'a pas de budget et recruter. On a essayé de recruter des personnes assez partantes pour le projet, mais quand tu n'as pas moyen de rémunérer ces personnes, c'est compliqué de trouver des personnes qui s'investissent dans ton projet, quoi. Ouais. Bah, le conseil que je pourrais te donner, parce que moi je sais que c'est ce qui m'avait pas mal servi aussi fut un temps, c'est si tu cherches notamment pour la post-prod, parce que l'avantage c'est que même si les gens sont pas très motivés, ils ont plus de temps, tu vois, ils sont pas obligés d'être libres de telle date à telle date. Essaye de contacter aussi les écoles d'audiovisuel, genre les sections monteurs, les machins, parce que eux ça leur fait un truc pour s'entraîner autre que ce qu'ils ont dans les cours. Et à côté, bah, si jamais ils ont un truc urgent qui tombe, comme c'est non rémunéré, bah, ils peuvent se dire, bon, bah écoute, ça va me prendre 2 semaines, ça va m'en prendre trois. Ouais, c'est intéressant. C'est Ouais. intéressant, je prends note. Parce que je sais que moi, quand j'étais en études de montage, notamment, des fois, je recevais des demandes comme ça. Après, ça, tu fais le tri aussi dans ce qu'on Bien t'envoie, sûr. mais ça peut être intéressant. Et justement, on va parler principalement, notamment de tout ce qui est scène de combat, parce que du coup, c'est un film principalement de cascadeurs C'est ça. et donc t'as pas mal C'est axé plus de ton l'action, film ouais. là-dessus. Et je voulais savoir quelle était la différence de préparation, notamment entre un combat 1v1, 2v1, 1v1, v1, qui est à la fin, où il y a les trois qui combattent. Comment est-ce que c'est prévu en termes de... Est-ce que c'est le même genre de travail pour chaque combat, ou est-ce que c'est un travail très différent, justement? Alors, c'est le même genre de travail, c'est-à-dire que c'est beaucoup de répétitions à l'avance. Donc, on se voit à l'avance et on imagine déjà, on crée la chorégraphie. On se dit, par exemple, toi, est-ce que tu es d'accord pour faire ça? Est-ce que tu es d'accord pour faire cette chute? Si on fait ça et ça, enfin, on se met d'accord vraiment tous les trois. Et après, c'est vraiment le même travail qu'on soit tous les deux ou tous les trois. C'est-à-dire, on répète, on répète, on répète. Ok. Et notamment, j'imagine que quand c'est du 2v1 ou du 1v1v1, c'est-à-dire quand ils sont trois, il faut aussi penser à ce que jamais il y en a un seul qui reste inactif parce que ce serait pas logique. C'est ça. Alors, ça fait aussi partie du travail de cascadeur, c'est-à-dire de toujours être dans le jeu. Par exemple, si tu t'es pris juste un coup de poing, Hmm. et ben à la suite, tu vas pas rester immobile. Tu vas faire genre, ah, j'ai mal à la tête, je saigne et tout. Tu vas jouer un petit peu. Et comme ça permet de meubler pendant que les deux autres se battent. Ok. Alors là, j'ai pas mal de questions qui arrivent, notamment Johanna qui demande quelle est ton école de cascadeur et est-ce qu'ils sensibilisent notamment au cadrage des scènes de cascade? Alors, mon école, ça s'appelle le Campus Univers Cascade. Il y a que deux grandes écoles principalement en France, celle-là et une autre. Donc, moi, c'est vraiment Campus Univers Cascade. On apprend les techniques de combat, de chute, etc. Mais ce qu'on apprend moins là-bas, c'est notamment le cadrage, etc. Hmm. On a des notions, bien sûr, on a des notions, mais c'est dur parce que nous, c'est vraiment le travail de cascadeur et pas de cadreur. Donc, c'est dur Ouais. également de trouver un cadreur qui est formé à ce métier-là, parce que vraiment, les chorégraphies de combat, par exemple, si on n'est que deux, c'est vraiment un travail à trois, c'est-à-dire les deux cascadeurs et le cadreur. Hmm. Donc, c'est vraiment dur de trouver une personne qui connaisse les angles, etc. Oui, surtout que pour que ce soit plus impressionnant, en général, on essaie d'éviter qu'il y ait trop de montage pendant les scènes de combat pour montrer que justement, il y a une vraie chorégraphie qui est pensée. C'est vrai que si on fait des montages toutes les 3 secondes, ça donne du Tekken 3 où ça devient gerbatif et c'est C'est compliqué, ça. quoi. C'est ça. Le but, c'est d'éviter de faire des inserts toutes les 2 secondes Hmm. pour couper le combat et reprendre à un autre niveau. Donc là, le challenge, c'était vraiment de faire des combats assez longs en mini plan séquence, quoi. Hmm. Ne pas couper à chaque coup, quoi. Puis du coup, ça me fait un peu penser, parce que je reviens à ce que disait Johanna tout à l'heure, je trouve qu'au final, à cadrer, j'imagine que les scènes de combat, ça ressemble pas mal aussi aux scènes sportives, finalement. Parce que même avec les chorégraphies, c'est jamais exactement les mêmes mouvements, parce que selon si ton coup de pied, tu le mets à 10 cm au-dessus ou en dessous, j'imagine qu'il faut réagir différemment, et donc ça, faut le prévoir au cadre. Donc comment Bien sûr. toi, là, avec ton cadreur, vous êtes arrangé pour prévoir ce genre de choses? Bah, en fait, c'est beaucoup de répétitions car tout est millimétré. Comme tu l'as dit, si on met un coup de pied, si on le met 10 degrés plus haut, alors qu'on avait prévu qu'il filme de ce côté-là, et ben, ça passera pas du tout à l'écran. Du coup, il faut vraiment que nous, en tant que combattants, cascadeurs, on se trompe pas sur les coups, sur les angles des coups. Et par la suite, c'est notre travail d'expliquer au cadreur de se positionner de tel endroit, de telle manière, etc.
Là, on n'a pas eu la chance d'avoir un cadreur qui a déjà fait du cinéma d'action. Du coup, c'était assez fatigant à la fin de chaque séquence d'aller visionner soi-même les rushs qui ont été tournés et d'expliquer au cadreur, non, là, par exemple, il faut que tu te décales un petit peu, etc. Donc, on a dû refaire les prises pas mal de fois. Et voilà, c'était assez compliqué parce que quand on a un cadreur expérimenté, ça va beaucoup plus vite. Mais là, on n'a pas eu la chance de trouver quelqu'un qui a fait des films d'action depuis longtemps, quoi. Ok. Donc, c'est à nous de checker à chaque fois. Et du coup, je reviens également sur la question que posait Clem juste au-dessus. Il demandait justement avec quelle caméra vous aviez utilisé. J'ai vu, il y a un drone également. Mais Ouais. la caméra, quelle était celle que vous On a avez utilisée? utilisé une Blackmagic Pocket 4K. Ok. Et Ouais. un drone, j'ai plus la marque du drone en tête, mais juste sur DJI quelques peut-être? séquences. Ouais, voilà, c'est ça, DJI, exactement. Très bien. J'ai Yann Taman qui demandait quelles étaient tes inspirations, parce qu'il pensait notamment à des films comme John Wick. Bah, John Wick, bien sûr, c'est l'inspiration de tous ceux qui veulent faire du cinéma d'action. Sinon, ouais, John Wick m'a beaucoup inspiré. Sinon, il y a les Hong Bak. Vraiment, je me suis fait tous les Hong Bak et c'est vraiment le cinéma et coréen et thaïlandais, par exemple les Crow Zero aussi, qui m'inspirent énormément. Est-ce que tu avais vu The Villainess par hasard? Ce Villainess, non, ça me dit. C'est possible que je l'ai vu, C'est mais le nom comme ça me dit un rien. film coréen qui avait notamment inspiré John Wick, enfin une scène du troisième John Wick où ils font notamment un combat en plan séquence de combat de sabre à moto qui est quand même assez Ah mémorable. non, non, je l'ai pas vu pour le coup. Et celui-ci, tu as quelques scènes de combat qui sont pas mal, parce que justement, au niveau du cadrage, ils ont essayé de réfléchir des choses différentes, parce que tu as notamment toute une séquence en vue première personne, en faux plan séquence de baston vue première Ouais, personne, et tu as plusieurs idées. Mais c'est vrai que les Coréens sont assez chauds par rapport à ils ça. sont très chauds les Coréens. Mm. Et je tenais aussi à te dire bravo pour le petit détail là, de la boucle d'oreille où tu lui enlèves vraiment sur la première scène. Est-ce que c'est quelque chose que... c'est tout con, mais est-ce que c'était quelque chose qui était dur à faire ou pas du tout? Non, c'était pas dur à faire. Après, c'était dur de le faire dans le sens où on comprenne que c'est le caractère du personnage qui est comme ça. Mm. Et par la suite, on n'avait pas, en fait, juste à la fin de la séquence où je lui ai volé la boucle d'oreille, on a une autre séquence où où on voit la boucle d'oreille dans ma main, justement. Mm. Et cette séquence, c'était pas prévu, en fait. Parce qu'en fait, j'avais juste un problème de vêtements parce que j'avais oublié ma chemise. Du coup, ça allait faire un faux raccord. Du coup, j'ai mis un t-shirt que j'ai enlevé, etc., pour faire comme si je me rhabillais à la fin de cette séquence. Et j'ai eu l'idée de montrer la boucle d'oreille pour montrer vraiment qu'il l'avait bien volée. Ok, très bien. Et justement, tu parlais du caractère de tes personnages, et comment tu as pensé ces deux personnages, quel background tu leur as un peu créé? Parce qu'on se retrouve finalement face à des personnages un peu typiques de films d'action, entre le gros dragueur et le beauf un petit peu de son côté, et qui parle d'une valise comme d'une femme. Enfin, on a un peu ce côté très macho-man finalement dans le film. Est-ce que c'était quelque chose qui était voulu ou est-ce qu'il y avait un message un peu derrière? Non, c'était vraiment quelque chose qui était voulu. Le but, c'était pas de. En fait, on a eu plein de problèmes techniques et logistiques, donc on s'est très vite rendu compte que soit on accentuait le travail sur le jeu d'acteur, ou soit on accentuait le travail vraiment sur les cascades. Donc on a préféré accentuer le travail sur les cascades, et donc le jeu d'acteur, c'était voulu. On s'est dit, on va faire des clichés, deux personnages assez différents. Un Mm. qui vient un petit peu de la rue, de la street, et un autre qui s'habille un peu classe, etc. Mais les deux sont des combattants, les deux se balancent des clichés, ça c'était assez voulu. D'accord, histoire de pouvoir... alors, je me trompe peut-être, mais histoire de mettre un peu ce cliché de l'homme qui va être macho, et du coup, pas besoin de justifier le fait qu'il soit en train de se taper dessus un peu tout le temps, quoi. C'est ça, Voilà, c'est ok. ça. Très bien, Vraiment, le ça marche. caractère des personnages et le peu de dialogue qu'il y a, c'est vraiment une excuse pour voir les scènes d'action, quoi, au final. Et par rapport justement à la relation de ces deux personnages, au final, tu expliques jamais vraiment non plus pourquoi ils se sont véritablement embrouillés. Est-ce que c'était un manque de temps ou est-ce que tu considérais qu'on s'en foutait un peu? On fallait juste comprendre que voilà, ils s'étaient embrouillés et puis pour justifier le fait qu'ils se réconcilient à la fin. Non, c'était voulu, je voulais faire beaucoup de suspense.
Je voulais que le spectateur se pose des questions et peut-être par la suite développer le background des personnages plus en profondeur si une suite éventuelle y a. Ok, bah comme ça c'est bien. Tu me fais la transition pour la question suivante de Clem qui demandait si tu avais des projets à venir et si tu voulais continuer à réaliser, donc peut-être potentiellement faire un 2 ou peut-être en faire un long métrage où tu aurais une suite, je sais pas. Alors le long métrage, bien sûr, c'est une envie, mais après, il faut réfléchir en fonction des moyens et de Hmm. l'entourage que je dispose pour l'instant. L'idée, ce serait éventuellement de faire une suite déclinée en série pour vraiment explorer vraiment le caractère des personnages, etc. Mais avant de faire ça, il faut que je trouve les bonnes personnes pour que je me concentre vraiment sur la cascade et le jeu d'acteur et que j'essaie de déléguer le reste. Mhm. Voilà. Ok, très bien. Et au niveau de l'étalonnage, comment t'as pensé un peu l'étalonnage de ton film? Donc je sais que c'est pas ta spécialité première, mais comment avec ce que tu savais, tu as pensé ton étalonnage? Alors l'étalonnage, j'ai cherché vraiment un étalonneur pro pour étalonner. Après, raison budgétaire, Ouais, j'ai dû tout faire moi-même. Donc j'ai tapé tuto étalonnage et je me suis débrouillé moi-même. La preuve, il y a plein d'erreurs d'étalonnage, mais bon, c'est compréhensible et je le vois, on le voit. Et par contre, j'ai essayé de faire quelque chose des couleurs assez chaudes. Après, c'était compliqué parce qu'on a eu deux cadreurs différents, du coup, deux manières assez différentes de cadrer. hmm, Parfois, il y avait beaucoup de lumière qui venait sur les personnages, alors qu'avec l'autre cadreur, il y avait moins de lumière. Donc, à l'étalonnage, quand tu maîtrises pas trop ces aspects-là, c'est assez difficile de rattraper tout ça. c'est très compliqué, puis surtout d'un ordinateur à l'autre, en plus les couleurs se ressembleront pas forcément. Totalement. Et c'est notamment pire sur téléphone, on a tendance à l'oublier, mais dès que tu balances sur YouTube, c'est-à-dire que les gens vont beaucoup regarder sur téléphone, et c'est vrai que Mm, les images sont bien plus contrastées sur téléphone, et c'est donc des vrai. fois on se fait un peu avoir avec ça. Mais ok, très bien. Et par rapport au scénario, c'est quelque chose qui t'intéresserait aussi, toi, à l'avenir, de continuer, ou c'est quelque chose que t'aimerais aussi déléguer peut-être? Plus te concentrer sur les moments baston et laisser le reste de l'histoire peut-être à quelqu'un d'autre? En fait, j'aimerais bien, si j'arrive à m'entourer des bonnes personnes, pourquoi pas continuer d'écrire et mettre beaucoup plus de profondeur dans les personnages, dans les dialogues, être un petit peu moins cru, etc. Par contre, si j'arrive pas à m'entourer nécessairement, j'aimerais bien juste me concentrer, trouver peut-être une personne qui s'occupe de ça et juste me concentrer sur mon travail de cascadeur et d'acteur. Ok, très bien. Et par rapport au format de ton film, au niveau de la durée, c'était quelque chose qui était voulu aussi, cette durée, ou vous vous êtes dit on tourne et on verra bien la durée que ça fera au final? La durée était totalement voulue. Je voulais vraiment pas dépasser les 13 minutes. Ok, J'ai déjà eu l'occasion de réaliser un autre court-métrage, rien à voir avec la baston, mais un court-métrage qui durait 25 minutes et tu te rends compte que quand tu as peu de moyens, etc., une vidéo que personne connaît avec des personnes que personne connaît de 25 minutes, personne va au bout des 25 minutes. ouais, Donc je voulais vraiment quelque chose d'assez dynamique qui se regarde d'une traite et 12-13 minutes pour moi c'était l'idéal. ok, très bien. Bah, du coup, je vais également te poser les deux questions que j'aime bien poser. Et je rappelle également au chat, si vous en avez d'autres, c'est le moment, parce qu'on approche de la fin. Bah, du coup, est-ce que tu as une fierté particulière par rapport à ton film? Alors, Alors, je te en rassure, hein, fait, c'est pas une question piège, parce que je sens que des fois les bien gens sûr. sont un peu gênés, mais tu peux dire ce que tu veux, hein, c'est vraiment par rapport à ton ressenti à toi. En fait, ma fierté, c'est d'avoir réussi à créer un film visible par tout le monde, donc sur YouTube, Mm. juste à partir de mes pensées et des idées que j'ai imaginées et matérialisées dans ma tête. Et d'avoir un résultat présentable par rapport au peu de moyens et de l'entourage dont je disposais. Du coup, je suis fier d'avoir présenté quelque chose de regardable. Ok, et justement, par rapport aux images que tu avais en tête, est-ce que tu trouves que ton film se ressemble quand même à ce que tu voulais? Plus ou moins, j'aurais aimé avoir plus de plans assez longs sur les bastons, faire un petit peu moins d'inserts comme on parlait tout à l'heure. J'aurais aimé plus de plans sur les regards, etc. Mais vraiment, vu les conditions dans lesquelles j'ai tourné, sans autorisation, etc., en jonglant un petit peu avec la police, Mm. j'ai fait le minimum syndical, on va dire. Ok. Et du coup, à l'inverse, est-ce qu'il y a des... Bah, t'en as déjà un petit peu parlé, mais est-ce qu'il y a une chose en particulier où
triste parce que tu sais que tu aurais peut-être pu faire mieux sur le moment et que tu l'as pas fait. Bien sûr, le jeu d'acteur, pour moi, voilà, il est regardable, mais voilà, il va pas vraiment en profondeur, c'est assez lisse. Donc j'aurais aimé vraiment prendre le temps de faire des répétitions d'acting Ouais. et également prendre le temps d'avoir plus de répétitions avec le cadreur, etc. sur les scènes de combat, pour avoir quelque chose d'un peu plus fluide et d'un peu plus long en termes de séquence. Ok. Bah ça, n'hésite pas pour le jeu d'acteur, quelque chose qui peut potentiellement aider. Enfin, j'avais vu que ça avait aidé des fois au théâtre ou des trucs comme ça quand t'as pas beaucoup de temps, de plus essayer de revoir avec tes comédiens le dialogue et de revoir un peu comment eux le diraient. Parce que des fois, en fait, si t'arrives pas à les amener vers ce que tu veux toi, si eux ils changent deux, trois mots dans la phrase, ils vont peut-être te la sortir bien plus naturellement et tu vas peut-être pas avoir à autant de casser la tête. Bien sûr, c'est ce qu'on a fait totalement. Après, on a eu quelques problèmes de matériel. Du coup, on devait dire notre phrase juste avant que la batterie s'éteigne. Donc, Ouais. plein de problèmes comme ça. Du coup, c'était assez galère à gérer. Ouais. Bah oui, parce qu'en plus de ce que j'ai vu, alors j'ai pas le nom des lieux, mais t'as pas mal tourné sur des lieux qui sont un peu connus d'Urbex, notamment ce C'est grand ça. parking là qui est sur les côtés, on le voit dans pas mal de pubs, notamment des pubs de voitures, des trucs comme ça. Et donc oui, j'imagine que t'as pas forcément de prise pour recharger ton matériel dans les environs, Non, quoi. c'est ça. Pas de prise. Et puis, surtout, bien sûr, on n'avait pas d'autorisation parce que sinon, ça prenait beaucoup de temps, voire du budget Ouais, supplémentaire. Donc, avant que les gardiens arrivent et nous bougent, fallait tourner assez vite, quoi. ok. Bah écoute, merci en tout cas pour toutes ces infos. Je reviens un petit peu, je regarde un petit peu les autres questions que j'aurais pu potentiellement prévoir et qui pourraient être intéressantes. Bah, notamment, est-ce que tu as une anecdote particulière sur ton tournage? Et d'ailleurs, ton tournage a duré combien de temps? Alors, mon tournage a duré 4 jours. On a tourné 3 jours sur le tout premier lieu, notamment là où il y a la vue avec le drone. Et on a tourné un jour dans le parking avec l'arche, etc. Ok, Après, en termes d'anecdotes, j'ai pas vraiment d'anecdotes, plus le fait que à chaque fois, tous les jours de tournage, on devait jongler avec la police. Donc, le temps qu'ils arrivent, on devait se cacher. Donc, on les voyait arriver. Avec le matériel, on était là, on essayait de pas qu'ils nous voient, on les voyait repartir. Donc, on se dépêchait de vite retourner nos séquences. Après, ils nous voyaient arriver, donc on devait courir et tout. Enfin, c'était des galères sur galères. Voilà, c'était tout le temps comme ça, malheureusement. ouais. Effectivement, je rejoins le chat, ça fait un peu GTA irréel. C'est ça, Genre, exactement. t'attends que les Là, on étoiles avait, on baissent. avait les 5 étoiles, là. C'est ça. Ok, bah écoute, très bien. Je vais également partager dans le chat le lien vers la page Sens Critique de ton film si jamais vous avez des retours à faire. Et pareil, si jamais vous regardez ça dans le futur sur la VOD, sachez que c'est dans la description et comme ça vous permet d'aller donner un retour. Et puis voilà, mais en tout cas, merci Maxime d'être venu ce soir et d'avoir présenté Merci ton film. beaucoup, merci à toi et Bah, merci au chat. bah, c'est normal. Et est-ce que tu m'autorises à rediffuser aussi cet entretien ou pas? Bien sûr, bien Ok, sûr, et bah super. Bah, en plus, toi, ton film est disponible sur YouTube, si je ne m'abuse. Donc, c'est ça. si jamais vous regardez la VOD, n'hésitez pas à retourner voir son film quand même. C'est plus sympa d'avoir vu le film pour voir l'entretien. Et du Allez coup, checker, bah, allez liker, allez commenter. exactement. Allez donner votre avis. Et en tout cas, bah, merci hein, vraiment d'avoir été là ce soir. Et puis, bah, bonne soirée à toi. C'était un plaisir, merci beaucoup. Salut, bonne soirée. Salut, ciao. Et voici qui conclut cette nouvelle soirée. La prochaine, c'est la semaine prochaine, mardi soir. Donc tous les mardis soirs à 20h, sauf les soirs où ça arrive, j'ai pas de film et du coup je ne peux pas. Il y aura aussi potentiellement une pause à Noël, mais bon, on n'en est pas là. Pour ce qui est des dernières infos avant que je vous laisse, du moins pour ce qui est de la VOD, sachez que si vous avez un film que vous aimeriez présenter ou des gens que ce format pourrait intéresser, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et je vais également écrire vite fait mon mail, même si je le mets un petit peu partout. Mais hop, dans réseau, je vais écrire mon mail. Voilà. Si vous avez un film que vous voulez m'envoyer, n'hésitez pas à me l'envoyer à l'adresse suivante axel.prin42@gmail.com. Voilà. 42 pourquoi? Parce que c'est la réponse à l'univers et au reste, et que je ne savais pas quoi mettre derrière. Voilà, tout simplement.
Donc voilà, si vous avez des films, n'hésitez pas à me l'envoyer, c'est avec grand plaisir, je regarde tout ce qu'on m'envoie, même si je recommande quand même de regarder la vidéo de présentation qui indique quel genre de film je ne peux pas accepter, parce que des fois je reçois des films qui ne correspondent pas du tout à ce que je peux me permettre de diffuser. Donc voilà, n'hésitez pas à checker tout ça. Merci, bonne soirée, reposez-vous bien et à la prochaine.